bonjour et bienvenue à ce vidéo éducationnel sur la signification de la devise de l'État du Minnesota qui s'appelle, en français, s'il vous plaît, l'Étoile du Nord. Cette devise est assez surprenante. Lorsque j'ai appris que la devise apparaissait sur le drapeau du Minnesota vers l'an 2017, j'ai été frappé. J'ai été étonné de comprendre l'ampleur des territoires que les explorateurs français avaient découverts dans toute l'Amérique du Nord. Ils se sont même rendus jusqu'à Juneau pour en fonder la capitale de l'Alaska, Juneau, qui a été découvert par un Montréalais. Alors, c'est à ce moment que je me suis laissé tenter de comprendre quelle était la véritable histoire de l'Étoile du Nord. Concernant cette image de l'armoirie du Dakota du Nord, on peut y observer un fleur de lys sur un fond jaune et qui arbore une couleur vert, un peu comme c'est le cas du drapeau de la Saskatchewan, qui est vert et jaune, pour mettre en valeur la production de blé et d'avoine et de produits céréaliers des grandes prairies. Donc, où se sont rendus les explorateurs français? Qui étaient-ils? Étaient-ils canadiens? Étaient-ils acadiens? Étaient-ils français? Est-ce qu'ils voyageaient sous le compte du roi? Est-ce qu'ils voyageaient sous le financement du gouverneur général, Frontenac? Quelles étaient leurs ambitions? Quels étaient leurs buts? Alors, il faut se rappeler que lorsque les Français ont décidé d'établir leur capitale, leur siège, là, le Paris, okay, d'Amérique à Québec, okay, suite à une position géographique favorable et les permettant de pouvoir protéger le territoire parce qu'ils étaient surélevés sur le Cap Diamant et puis ils pouvaient voir arriver les navires ennemis dans l'aval de l'estuaire du Saint-Laurent. C'est parce qu'un peu il commençait à avoir de la tension politique entre l'Angleterre et la France concernant les possessions d'Acadie, les possessions de la Nouvelle-Écosse, l'île Royale, l'île Saint-Jean, qui est aujourd'hui l'île du Prince-Édouard, et l'île Royale serait l'île Cap-Breton. De par le traité d'Utrecht, qui est arrivé en 1713, on peut imaginer que l'Angleterre avait une emprise sur les possessions atlantiques. Alors, en réponse à ça, les Français ont décidé de comme solidifier leur possession à l'intérieur des terres d'Amérique. Ceci étant dit, les colonies de peuplement français se trouvent aux abords du fleuve Saint-Laurent,
aux abords de l'océan Atlantique, autour des Grands Lacs, qui sont à l'intérieur du continent nord-américain. Et puis, ben, ça fait qu'à cette époque-là, les distances sont aussi loin qu'aujourd'hui, mais les moyens de transport sont vraiment pas autant évolués. Alors, ça peut prendre une demi-journée d'aller de Trois-Rivières à Québec, dépendamment de la vitesse des vents. OK? Si on est devant en canot, ça dépend de la force qu'on a. Si on n'a pas trop de bagages, si on est devant en charrette. Puis ça fait que la vie dans ta ville, si tu habites à Montréal, ben c'est un peu comme la relation aujourd'hui de Montréal et Chicoutimi. Mais anciennement, ça, c'était peut-être Montréal-Trois-Rivières, tu sais. De ce qu'on a aujourd'hui en tête de 6 heures de route, mais c'était aussi loin dans le temps de dire je m'en vais à Trois-Rivières qu'aujourd'hui on pense que je m'en vais à Chicoutimi, tu sais. C'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que Québec est proche. Québec, Trois-Rivières sont vraiment pas loin, là. Ils sont à quelques heures, c'est ça. 2, maximum 3 heures, Montréal-Québec. Mais dans ce temps-là, les territoires habitables se trouvaient en bordure des cours d'eau. OK? Parce que les terres n'étaient pas encore développées. Puis il y avait tellement d'espace géographique à devoir comprendre et conquérir les bassins d'affluents, puis comprendre comment que les rivières s'imbriquaient l'une en l'autre et que c'était alimenté par la baie du Thon ou bien par l'océan Atlantique ou bien par les Grands Lacs. Il y avait des altitudes aussi. Il y avait des chutes, comme les chutes Niagara. Alors, il y avait vraiment un système là, complexe, fluvial, à devoir étudier, à devoir comprendre que c'est facile pour nous aujourd'hui d'ouvrir Google Maps et de comprendre et de voir toutes les rivières qui sont faites à la perfection avec des caméras qui sont satellites. Mais c'était pas comme ça au début. Puis c'est ça la beauté de la science de la géographie, c'est que ça prenait des courageux pour partir à la découverte du territoire, pour pouvoir cartographier l'Amérique. Nous sommes rendus vers la fin des années 1670. OK? Et qu'est-ce qui se passe à cette période-là? C'est que Robert le Cavalier de La Salle s'est déjà rendu jusque dans le sud de la Louisiane. OK? Pour explorer les terres. Et puis, ben, il y est allé par les Grands Lacs. Alors, si on part de Montréal et on s'en va dans on prend le fleuve Saint-Laurent, on s'en va vers les Grands Lacs et on prend le chemin qu'il a pris, c'est le suivant. Ben, on arrive dans le lac Ontario, qui à l'époque s'appelait le lac Frontenac. Okay? Ensuite, on traverse dans le lac Erie. Okay? Ensuite, on monte un petit peu dans le lac Huron. Et là, on va tourner à gauche, à l'ouest, au nord-est du lac Michigan. Et on va descendre tout le long le lac Michigan jusqu'à Chicago. OK? Que les Français appelaient Chicago. D'accord? Et là, on va faire un peu de portage jusqu'à une rivière, Illinois, je crois, qui, elle, va nous jeter dans le bassin du fleuve Mississippi. Et là, on s'en allait au sud. Mais la réalité de la région, c'est que
d'après vous, comment ont-ils fait pour se dire, OK, on va aller au sud? Tu sais, quel était l'intérêt d'aller au sud si on connaissait pas l'ouest ou si on connaissait pas l'aboutissement des 5 grands lacs? Ben, il y a une piste, il y a un élément de réponse au nom, justement, de la région de Minnesota, l'étoile du Nord, qui vient de là. Juste avant de fonder la Louisiane pour le compte du roi Louis XIV, vers 1680, il y avait une espèce de mystère par rapport au voyage dans l'ouest du continent. OK? Il y avait une aura de légende. Les gens avaient à la merci un immense continent non découvert, peuplé de plein de tribus amérindiennes. Et puis, c'était une façon de pouvoir essayer d'établir des commerces avec ces populations-là pour faire la traite des fourrures. OK? Mais avant, il fallait comprendre le territoire. OK? Le territoire géographique. Et puis, comme que dans l'entente commerciale, entre guillemets, que la France avait avec l'Angleterre, la traite de fourrure était limitée, pour ce qui est de la Nouvelle-France, au bassin du fleuve Saint-Laurent. D'accord? Il pouvait se rendre un peu jusqu'au premier Grand Lac, jusqu'au lac Ontario, jusqu'au lac Frontenac, mais il ne pouvait pas trop s'étendre parce que les Anglais, eux autres, avaient pris des possessions dans les terres de la baie du Son. OK? Mais à cette époque-là, ils ne savaient pas quelle était la distance entre le lac Ontario et la baie du Son. OK? Et puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était un peu leur entente. Le fleuve Saint-Laurent appartient à la Nouvelle-France et la baie du Son et les 13 colonies en bordure des États-Unis sur l'océan Atlantique vont appartenir à Londres. Mais on peut donc comprendre que les explorateurs canadiens, OK, ou français qui arrivaient à Québec ou à Montréal, il n'y avait qu'une place qu'ils pouvaient explorer. C'est pour ça que ça s'appelait les pays d'en haut. Et le premier pays, c'est le pays du Suroît, qui est la région de Beauharnois, Valleyfield, Châteauguay, peut-être pas Châteauguay, mais un petit peu plus loin que Châteauguay. OK? Hemingford. D'accord? Ça, c'est la région du Suroît. Le pays du Suroît. C'était les pays d'en haut, les pays au-delà de Montréal. On ne savait pas si ça allait monter au nord, comme il y en avait, qui s'en allaient comme qui prenaient le chemin du Petit Train du Nord, puis qui s'en allaient dans le Laurentide à Saint-Sauveur, à Sainte-Adèle, d'accord? Mais c'était aussi fait pour aller coloniser le Minnesota,
le Wisconsin, l'Illinois, le pays des Illinois, qui d'ailleurs, le pays des Illinois était la Louisiane du Nord, d'accord? Alors, même si les voyages n'étaient pas financés de façon officielle par le compte du roi de France, il était toujours possible de pouvoir négocier une entente commerciale afin de pouvoir y soutirer un certain gagne-pain de son expérience, et surtout lorsqu'on venait le temps de découvrir des territoires et pour prendre des possessions au nom de la France. Mais les discussions se faisaient surtout secrètement. Et puis, d'une part, on ne voulait pas laisser entendre au peuple que on avait débordé des bassins du Saint-Laurent et que d'une part, on ne connaissait pas l'aboutissement de ce continent-là, mais qu'on était curieux de l'étudier. Alors, ben, c'est ça. Quand on était à Québec ou à Montréal, à cette époque-là, puis qu'on commençait à se faire manger la laine sur le dos à l'Est, en Acadie, puis qu'on allait perdre la moitié de nos terres d'Acadie par le traité d'Utrecht en 1713, on peut comprendre que l'idée d'aller coloniser à l'Est n'était pas une bonne idée. Surtout que les terres étaient vraiment pas cultivables en Gaspésie, OK? En Acadie, ben, il y avait déjà des Acadiens. Ils faisaient la job. Mais nous, partir à l'Est, c'était pas l'option. Partir au Sud, c'était pas non plus une option parce qu'il y avait l'État de New York, il y avait la Nouvelle-Angleterre. Alors, on pouvait pas prendre ces terres-là, d'aller au nord, dans des terres encore moins cultivables que la Montérégie, puis sur les terres le long du fleuve Saint-Laurent, c'était pas nécessairement une bonne idée au début de la colonie. OK? On y a été au Saguenay, puis au Lac-Saint-Jean, puis à Côte-Nord, mais ça a pris des projets de colonisation québécoise. OK? Alors, de monter au nord, c'était déjà notre territoire. On allait à l'Anticosti, mais c'était aride, tu sais. On était mieux de se concentrer dans les terres qui étaient le plus fertiles possible, soit entre Québec et Montréal. Donc, la seule place qu'on pouvait voyager, qu'on pouvait partir, bien, c'était partir à l'ouest. Partir à l'ouest de Québec, on descendait le fleuve Saint-Laurent, on s'en allait à Trois-Rivières. Puis là, si on tournait à gauche pour prendre la rivière Richelieu, ben on s'en allait comme dans le lac Champlain. Mais c'était pas notre but parce qu'on voulait pas aller voir les Anglais, on voulait explorer du territoire. Fait qu'on dépassait Sorel, on dépassait Montréal par la rivière des Prairies. On naviguait entre l'île Jésus et l'île du Montréal. Et puis on descendait jusque dans les Grands Lacs. Un des aventuriers pionniers de Minnesota s'appelle Daniel Greysolon Sieur du Luth, né en 1639 à Saint-Germain-Laval, entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Ce monsieur est un soldat et un explorateur français qui est le premier Européen connu pour avoir visité le secteur où se trouve aujourd'hui la ville américaine de Duluth, à laquelle il a donné son nom dans le nord-ouest du Minnesota, qui est maintenant situé à la source du fleuve Mississippi, près de Grand Rapids. Il est né à Saint-Germain-Laval et a embarqué pour la première fois
pour la Nouvelle-France en 1674. En septembre 78, il quitta Montréal pour le Lac-Supérieur, passant l'hiver près de Sault-Sainte-Marie et atteignant l'extrémité occidentale du lac à l'automne de l'année suivante, où il a conclu des traités de paix avec les nations des Ojibwés et des Sioux. Leurrés par des histoires indigènes d'une mer occidentale ou vermillonne, probablement le Grand Lac Salé en Utah, il a atteint le fleuve Mississippi par l'intermédiaire de la rivière Sainte-Croix en 1680, et puis s'est dirigé de nouveau au fort Michilimackinac, où il prend connaissance des calomnies des négociants de Québec, jaloux, et l'intendant Jacques Duchesneau de la Doucinière et d'Ambault ont lancé à son sujet. Il est forcé de retourner à Montréal, puis en France en 1681 pour se défendre contre de fausses accusations de trahison, retournant l'année suivante en Nouvelle-France. Il a plus tard établi des fortifications pour défendre les intérêts français au fort Kaministigoyan à l'embouchure de la rivière Kaministiquia à l'emplacement de la ville actuelle de Thunder Bay en Ontario et au fort Saint-Joseph entre le lac Erie et le lac Huron. Finalement, il est mort de la goutte à Montréal le 25 février 1710. Selon mes lectures, dans des livres et dans un site Internet français, la naissance de la légende de l'Étoile du Nord serait née de l'histoire de M. Duluth. OK? Daniel Grey-Solon, sieur Duluth, voulait tellement explorer la région des Grands Lacs et poursuivre son aventure et aller au-delà de Sault-Sainte-Marie, OK, que il est parti en catimini, il est parti de Montréal dans la nuit, sans le dire à personne, avec assez de provisions, OK, avec des compagnons de voyage, mais évidemment qui allait s'en faire d'autres sur son chemin. Et lui, il voulait se rendre complètement à l'ouest du lac Supérieur. Il voulait aller au bout. Comme vous voyez, lorsqu'on arrive au bout du lac Supérieur, ben, on arrive à la ville de Duluth. Et c'est lui qui l'a fondé. OK? Puis de où que vient cette histoire-là de l'Étoile du Nord? Ce qui fait que c'est si magnifique, c'est qu'on est vers la fin des années 70, 1670, début 1680. Et puis là, ben, arrivé à l'extrémité du lac Supérieur, il met le pied sur les berges, OK? Et puis, il va explorer le territoire et il va descendre la rivière Sainte-Croix, OK? Et puis, par la rivière Sainte-Croix, il va pouvoir arriver au lac qui s'appelle aujourd'hui le Mille-Lac, comme dans 1000. 1000, qui décide de nommer au nom de Frontenac, OK? Buerde. Le lac Buerde, le lac Frontenac, qui, selon moi, à cause de ça, ben, il a rechangé le nom du lac Frontenac d'aujourd'hui, qui est le lac Ontario, à l'est, parce qu'il avait nommé, lui, à l'ouest du lac Supérieur, au nom du comte Frontenac. Mais la légende est que revenait de la Louisiane le cavalier de La Salle, OK, et qui avait été fait capturer, il avait été capturé d'une tribu amérindienne, d'un clan amérindien, OK, par les Sioux. Et puis, ils se sont rencontrés par magie, par hasard, au lac, au Mille-Lac, OK, qui était
un petit peu au nord de Minneapolis, OK, qui est un peu à l'ouest, au sud-ouest de Duluth, la ville qui est à l'ouest du lac supérieur. Okay? Ils se sont rencontrés là par hasard. Et puis là, ils ont compris que la région, le territoire du Minnesota était un carrefour pour relier le Mississippi, la Louisiane et tous les fleuves, les affluents qui seraient transversales avec le lien névralgique du fleuve Mississippi, comme les fleuves Illinois, Arkansas, Missouri. J'imagine aussi qu'il y a les Ohio, OK, peut-être le Indiana, OK, le Kansas, OK. Et alors, il y a Arkansas, il y a beaucoup d'affluents. Mais là, ils ont comme compris que la région de l'étoile polaire, la région de l'étoile du Nord, était reliée par l'extrême ouest du fleuve, du lac supérieur, qui pouvait descendre vers le sud, rejoindre le bon vieux fleuve Mississippi. Par ailleurs, lorsque les navigateurs se promènent et qui naviguent parmi le bassin du fleuve Mississippi, ben, ils font a priori une traversée nord-sud ou sud-nord. OK? OK? Et puis, ben, ils doivent s'orienter, ils doivent être capables de s'orienter. Alors, ils localisent l'étoile polaire, vu qu'on est sur l'hémisphère nord. Et puis, ben, ils savaient que c'était leur cri de ralliement. C'était un peu comme la seule espoir qui pouvait les réconforter. C'est que c'était un peu comme un cri d'équipe dans un caucus d'une équipe de sport. One-two team. Mais là, on dit l'étoile du Nord. Et puis que même s'il y a une tempête estivale qui frappe le bateau en plein milieu du fleuve Mississippi à la hauteur de l'Arkansas d'aujourd'hui, ben, on n'a pas le choix. Il faut avoir foi, il faut avoir espoir en l'étoile du Nord. Et il faut l'avoir. Il faut savoir qu'on est dans le bon chemin. Parce que vous savez, le fleuve Mississippi fait plein de contours. OK? Alors, c'est important de savoir toujours vers où est la région de l'étoile du Nord, justement. OK? Puis quand on s'en allait vers le sud, si on s'en allait en Louisiane, à partir de Détroit, ben, il fallait avoir l'étoile du Nord dans le dos. OK? Alors, c'est un principe de navigateur très populaire. Ils avaient même un outil spécial pour reconnaître où était l'étoile du Nord et l'étoile polaire. D'accord? Puis quand M. Daniel Grésolon, sieur Duluth, a finalement rencontré par hasard le cavalier de la Salle qui était prisonnier par une tribu de Sioux, ben, ce monsieur-là, sieur Duluth, avait entamé des bonnes relations diplomatiques et politiques avec les tribus qu'il avait côtoyées pendant toute sa durée dans l'État de Minnesota. Et puis, il s'en est servi de ces bonnes alliances pour faire libérer son bon ami et qui s'était rencontré au Mille Lacs, justement. Alors, il s'est fait libérer. Le cavalier de la Salle s'est fait libérer par Daniel Grésolon, sieur Duluth. Je poursuis avec l'élaboration de deux théories que j'ai découvertes avec mon cher ami américain Léon Herold, okay, de la ville de Rochester, dans l'État de Minnesota. Cet homme fut vraiment
gentil avec moi et il m'a immédiatement servi de référence en m'indiquant qui appeler pour que j'aille des réponses à mes questions par rapport au fait que je voulais savoir qui était l'ethnie francophone qui était à la table de concertation pour sélectionner ce drapeau-là, considérant que ça avait été mentionné que toutes les origines ethniques des habitants du Minnesota avaient été invitées à la table. Mais je voulais savoir qui était le francophone parce que décidément, il semble pas y en avoir. Alors ça, c'était mon premier point d'appel. J'avais vu un reportage dans les médias sur YouTube sur un vidéo éclair d'à peu près 5 minutes sur le magasin de drapeaux de M. Hérold. Et puis, je voulais lui suggérer, je voulais lui faire entendre mon point que j'avais à vouloir défendre sur le fait de préserver la devise, l'étoile du Nord, dans le drapeau du Minnesota. Parce que j'ai compris que, selon moi et selon M. Hérold, la devise du Minnesota est la devise d'État la plus importante de toutes les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas rien. Je vous explique pourquoi en vous faisant raisonner, en vous posant des questions simples que je répondrai. Donc, commençons. Quel est le symbole principal qui apparaît plus d'une fois sur le drapeau des États-Unis d'Amérique? La réponse est, ce sont des étoiles, les 50 étoiles représentant chaque État américain. Maintenant, observons la devise du Minnesota et peu importe dans quelle langue elle serait écrite, mettons-les tous en anglais par exemple, okay? Bien que c'est un fait important à savoir que près de la moitié et même plus proviennent d'une langue romane, du latin, de l'espagnol ou du français. Il y en a même une de l'italien. Il me semble, au Maryland. Alors, ben c'est ça. Allons-y avec l'étoile du Nord. D'abord, la question est la suivante. Où vivent les étoiles? Quelle est la maison des étoiles? Quel est l'environnement des étoiles? Ben, c'est bien clair. La réponse, c'est le ciel. Là-haut, très haut, dans le ciel. Donc, les États-Unis sont un peu bénis par les étoiles, par le ciel, qui pourraient les couvrir, peu importe ils sont où sur la planète. OK? Contrairement aux fleurs de lys français, aux roses anglaises, qui poussent dans la terre. Tu sais? Alors, il y a déjà une notion grandiose par rapport à la destinée manifeste, au manifeste Destiny, qui est faite, qui rend glorieux le symbole de la puissance américaine et puis de la fierté de partager ce drapeau. Alors, on vient de nommer les étoiles, OK? Et puis là, si vous prenez toutes les devises américaines, ben, il n'y en a pas beaucoup qui vont parler des étoiles. Mais il y en a quelques-unes, par exemple. Le Vermont vont dire que la 14e étoile soit la plus sublime, OK? Et puis, une autre intéressante, OK? Ben, c'est l'Alaska
qui, elle, la devise de l'Alaska dit « North to the future ». OK? Retenez ça. North to the future. Maintenant, si on analyse le plus gros État, OK? Dans la culture américaine, où on peut prendre pour des données géographiques, le plus gros État continental serait le Texas. Le surnom du Texas, c'est The Lone Star State. OK? Alors, l'étoile du Nord, qui est au Minnesota, ben, par le même fleuve qui s'en va jusqu'au Texas ou en Louisiane, ben, c'est de l'étoile du Nord jusqu'au Lone Star State. OK? Mais là, maintenant, le Lone Star State, c'est pas la devise, c'est juste un surnom. Ce qui témoigne que l'étoile du Nord a la devise la plus puissante entre celle du Texas et celle du Minnesota. Maintenant, si on se demande quelle est la devise du Canada, la devise du Canada est d'un océan à l'autre. Alors, si la devise du Canada est de l'Est à l'Ouest, ben, l'Amérique, les États-Unis ne peuvent pas avoir la même de l'Est à l'Ouest. Alors, c'est logique. On y va du Sud vers le Nord. From the Lone Star State to l'étoile du Nord. OK? Maintenant, je poursuis ma réflexion un petit peu. Alors, pourquoi que le Nord serait favorisé dans mon explication? Ben, la réponse est simple. Pour des données historiques, OK, concernant je disais en anglais, the soul of the winning fate of America is in the North, always. L'esprit gagnant de l'Amérique, l'esprit glorieux, l'esprit héroïque, OK, est dans le Nord, depuis le début de l'histoire de ce pays-là. OK? Et aussi pour des raisons géographiques, que les étoiles ben, vivent en haut, vivent dans le ciel. Donc, c'est bien normal qu'il faut regarder en haut, dans le ciel, et non vers le bas, vers le Texas, vers le sud, et peut-être aussi vers des souvenirs un peu moins glorieux qui nous rappellent, par exemple, ben, les États esclavagistes du sud de l'Amérique. OK? Alors, supposons que, ben, on va prendre un événement populaire qui est arrivé aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980, lorsque l'équipe de hockey des États-Unis a gagné contre les Soviétiques. Okay? Ça s'appelait le Miracle on Ice. Okay? Selon vous, les gars, quand ils ont reçu leur médaille, alors que jouait l'hymne national du Star Spangled Banner et qu'ils étaient très fiers avec leur uniforme des États-Unis et avec une médaille d'or au cou, là, qui se tenait main dans la main, les épaules. Oh, say, can you see? Mais quand ça commence, là, c'est où que les gars regardent? Les gars regardent-tu au ciel? Ils regardent-tu leur drapeau? Ils regardent-tu vers le sol? Ils regardent-tu en bas? Mais c'est bien évident qu'il faut qu'ils regardent en haut. Il faut qu'ils regardent au plafond. Faut qu'ils regardent au ciel. Il faut qu'ils regardent leur drapeau. Il faut qu'ils regardent vers le haut. Ils sont gagnants. Ils sont les victorieux. Mais là, selon vous, là, les Soviétiques, là, eux autres qui avaient la tête entre les deux jambes, qui étaient extrêmement déçus d'avoir perdu, c'est où qu'ils regardaient? Est-ce qu'ils regardaient en haut ou ils regardaient vers le sol? Ou ils regardaient leur vieux drapeau qui était plus ou moins fiers de voir flotter? Bien, on peut se poser la question. Ça devait être un mix de zones de regard, de direction de regard. Mais c'est sûr et certain qu'il devait en avoir qui regardaient vers le sol. Mais si ça avait été à l'envers, mettons que ça aurait été l'URSS qui aurait gagné et que les États-Unis seraient arrivés deuxième, mais selon la devise « In God We Trust », l'étoile du Nord, « and North to the Future », mais ils peuvent pas regarder les Américains en bas. Ils doivent encore regarder dans le ciel. Ils doivent regarder vers le sommet. C'est ça la devise de leur pays. L'étoile du Nord, c'est la plus forte des 50 étoiles. Peut-être pas l'État du Minnesota en termes de valeur économique, mais dans une valeur manifeste d'explication de
de compréhension de l'identité américaine, définitivement que l'État du Minnesota représente le Nord et représente l'étoile du Nord, la nation qui regarde vers le ciel en tout temps. C'est dans la devise. In God we trust. In the star we trust. In the star we look high. Les deux autres éléments du destin manifeste nordique dans la nation américaine se sont produits lors des deux plus grandes guerres qu'a subi ce pays depuis sa naissance. OK? Ben, la première, ça a été réalisé avec la Révolution américaine. OK? Pourquoi que des Britanniques, Anglais, avec la même religion, avec la même couleur de peau, avec les mêmes noms, probablement même qui étaient dans les mêmes familles, qui se sont séparés, certains sont devenus loyalistes, d'autres sont devenus patriotes. Mais c'était pour... la question qui divisait, c'était une question de pouvoir socio-économique, sociologique, OK? C'était une révolution pour l'époque que d'offrir un pays avec des citoyens, OK? Et puis qu'il n'y ait pas nécessairement de roi ou de monarque. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Il y avait certainement des tribus qui étaient libres dans des pays de Scandinavie, dans des tribus germaniques, en Afrique, OK, mais ils vivaient pas en système, en société organisée, avec un système d'État qui construisait des routes, qui prenait soin des gens quand ils étaient malades. Les prémices à cette révolution américaine sont survenues dans le Nord, justement, avec le Boston Tea Party, qui Boston est au nord. Donc, c'est indéniable que le Nord-Est a été une terre géographique fondatrice dans l'identité américaine, même dans la naissance de son identité. OK? Et puis, l'autre grande guerre qui a été très triste et qu'il faut mentionner, ça s'appelle la guerre de sécession. En anglais, on dit le Civil War. Alors que d'autres Blancs anglais ont été tués, d'autres Blancs anglais. Et là, c'était pour une bonne cause, un peu comme pour la Première Guerre, qui était une raison socio-culturelle, qui était pour abolir l'esclavagisme. Et évidemment qui a été glorieux, ben le manifeste destin du Nord l'a emporté complètement sur le Sud, raciste et nauséabond pour nos sociétés. Du passé. Je vais conclure avec une découverte que j'ai faite et que je suis plutôt fier et que mon ami Léon Harold m'a confirmé que c'était bel et bien le cas et qui m'a même dit que personne dans l'État du Minnesota saurait ça. Saurait ce que je vais vous annoncer présentement et c'est visible, observable, vérifiable dans tous les drapeaux d'État du Minnesota. OK? Alors, il faut revenir à l'importance capitale géographique et fluviale. Où est, selon vous, le point culminant, le point le plus important de tout l'État du Minnesota? Rappelons-nous, c'est quoi la vocation de l'État? OK, vite comme ça, c'est quoi les grandes villes? Bon, on vient de voir que c'est les Twin Cities. C'est suite à un blitz d'études d'une 20aine d'heures minimum que j'ai été capable de comprendre que le point géographique le plus important de l'État du Minnesota se situait exactement à la jonction de la rivière Minnesota qui remonte du sud vers le nord et qui va entrecroiser la rivière Mississippi. Alors, si on tourne à droite, à l'est, on s'en va à Saint-Paul
Et si on tourne à gauche, on s'en va à Minneapolis. Ce sont les villes jumelles de Twin City. Alors, faut être entre les deux. C'est un lieu géographique, OK? Névralgique. Le bassin du fleuve Minnesota est très important, OK? Il alimente plusieurs lacs, d'accord? Et puis, ben, côté de la population, ben, c'est le cœur urbain de deux cités, d'accord? Et regardez bien comment c'est intéressant sur le drapeau du Minnesota, en dessous du mot « du », on voit l'allure du contour de la voie du fleuve Minnesota qui fait juste arrondir un peu et qui va remonter vers le nord entre le mot « du » et « nord » pour aller à droite vers le nord ou pour aller à gauche à Minneapolis vers le mot « du ». N'est-ce pas magnifique, cette trouvaille que j'ai faite et qui a été certifiée par Lee Herald, que dans la devise du drapeau du Minnesota, il y a la donnée topographique et la courbe sinueuse qu'emprunte la rivière à la jonction de la rivière Minnesota à la jonction de la rivière Mississippi. Comme vous observez sur cette map, j'ai entouré en rouge ce que nous pouvons observer sous le mot « du » dans la devise « l'étoile du Nord ». C'est le courant, c'est la direction de la ligne du fleuve Minnesota qui va rejoindre au nord le fleuve Mississippi.